On se plaint qu'on légifère un peu sur tout et n'importe quoi en France, mais s'il est bien un domaine sur lequel il faut réagir vite et adapter la loi, eh bien c'est celui des réseaux sociaux qui évolue constamment et à toute vitesse. 2 ans après la première loi influenceur, on constate déjà de nouvelles dérives qui mettent en danger les mineurs. Un nouveau rapport va donc être remis au gouvernement et peut-être une nouvelle loi ensuite, ce sera le mois prochain. Bonjour Stéphane Vogetta. Bonjour. Bonjour, vous êtes ancien député Ensemble pour la République des Français établis hors de France et c'est vous qui préparez ce rapport. Vous travaillez dessus avec le député socialiste Arthur Delaporte. Une première loi il y a 2 ans à peine et déjà des nouvelles dérives et ce sont les plateformes OnlyFans et Meme Influencers que vous ciblez particulièrement. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le problème qu'elles posent aujourd'hui? Écoutez, effectivement, avec mon ex-collègue député Arthur Delaporte, on travaille depuis maintenant 3 ans, la main dans la main, pour essayer de réguler ces dérives et ces problématiques que l'on observe sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est autour de ces plateformes de pornographie à la demande, type OnlyFans ou Mime, que l'on observe les dérives qui présentent les risques les plus importants, sans doute, avec notamment le risque pour les jeunes femmes qui se prêtent à ces services, donc de vidéos ou de photos pornographiques vendues contre de l'argent sur ces réseaux. Eh bien, elles se mettent souvent dans des situations dans lesquelles on peut abuser de leur service. Elles peuvent être sous l'emprise d'agents, notamment d'agents qui se prétendent des agents, mais qui sont en fait du registre du proxénétisme. Elles peuvent être poussées à faire des choses qu'elles ne veulent pas faire, à publier des contenus qu'elles ne veulent pas publier, à voir leur contenu volé et publié sur d'autres plateformes. Et c'est notamment ces aspects-là qu'avec Arthur Delaporte, nous voulons réguler avec beaucoup plus de clarté. Pour qu'on comprenne bien, il y a des agents, en tout cas qui se présentent comme tels, hein, c'est une profession évidemment qui n'est pas du tout réglementée aujourd'hui, qui contactent ces jeunes femmes un peu au hasard sur les réseaux sociaux et qui leur proposent de créer un compte OnlyFans, de poster des photos d'elles et puis petit à petit, pour lesquelles elles sont rémunérées, hein, on rappelle ce sont des plateformes qui rémunèrent leurs créateurs de contenu et puis petit à petit ça les entraîne sur une voie glissante sur laquelle elles n'étaient peut-être pas du tout parties à l'origine, d'autant que certaines sont potentiellement des mineurs, hein, c'est bien ça. Effectivement, moi je recommande à tous les parents qui ont des filles mineures, notamment, de regarder leurs messages privés sur Instagram, sur TikTok ou sur Snapchat. Et malheureusement, parfois, ils y trouveront des sollicitations totalement venues de nulle part, d'hommes qui leur proposent de créer des comptes sur Mime ou sur OnlyFans afin de commencer à vendre des photos de pieds, de gagner beaucoup d'argent. Et malheureusement, si ces femmes et ces jeunes femmes se laissent embarquer, eh bien, elles peuvent entrer dans une dérive dans lesquelles on va leur demander de plus en plus de photos, de vidéos, de plus en plus osées et de plus en plus pornographiques, et ceci sous l'emprise d'une personne qui va leur prendre 50, 60, 70% de leurs revenus et éventuellement même échanger cette personne et cette jeune femme contre d'autres jeunes femmes avec d'autres agents. Donc il y a une problématique de traite de la personne et d'emprise excessive qui est ici en jeu. Et en l'occurrence, ces sollicitations qui sont faites sur les réseaux sociaux, notamment de mineurs, doivent être totalement interrompues et rendues illégales par la loi. C'est très répandu, enfin, on essaye de comprendre l'ampleur du phénomène. Arthur Delaporte, qui travaille avec vous sur ce rapport, dit que sur une classe devant lui d'une quarantaine de jeunes, il y en a plus de 10 qui lèvent la main quand on leur demande si jamais ils ont déjà été sollicités. Ça, vous l'avez constaté aussi? Vous l'avez vu de vos yeux? Je le constate de mes yeux, notamment parce que ma fille aussi a des comptes sur les réseaux sociaux, elle est adolescente. Nombreuses de ses amies reçoivent des sollicitations qui sont totalement inadéquates, inappropriées. Et c'est pour ça que je suggère aux parents de ne pas attendre que nous, les régulateurs, faisions notre travail, mais aussi de leur côté, de s'assurer que les comptes de leurs enfants, de leurs filles en particulier, sont configurés pour éviter que des messages privés puissent entrer dans leur système en provenance de personnes qu'elles ne connaissent pas. Cela leur évitera d'être sollicitées pour de tels services. Restez avec nous si vous le voulez bien, Stéphane Vogetta. On va se tourner vers vous, Fabrice Epelboin. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Est-ce que c'est un problème aussi répandu que cela aujourd'hui, ce démarchage de jeunes femmes sur les réseaux sociaux? Et puis,
Comment faire justement pour le stopper, pour l'empêcher? Alors, le démarchage de personnes qui ne sont pas déjà sur ces plateformes de, on va dire, production pornographique amateur, je n'en sais sincèrement rien. Je n'ai jamais vu de chiffres crédibles et appuyés sur ce sujet. Je ne vais pas me prononcer. Le démarchage de femmes et de jeunes femmes qui sont déjà sur ces plateformes et qui ne performent pas du tout et qui là rencontrent effectivement un agent qui va leur promettre monts et merveilles et qui va effectivement, grâce au marketing, leur permettre d'avoir des revenus considérables par rapport à ce qu'elles arrivaient à générer toutes seules. Oui, On ça parle de existe. combien? C'est très répandu. Par contre, légiférer là-dessus va être compliqué parce que, pour l'essentiel, ils ne sont pas sur le territoire français ni même européen. Ah. Mais ça, c'est une réalité très claire. La plupart sont à Dubaï. Et réguler ce qui se passe à Dubaï est plus que compliqué pour la législation française ou européenne. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement répandu. Sur le territoire américain, sur lequel on dispose de chiffres, on a effectivement un pourcentage relativement significatif, en tout cas étonnant, de la population adolescente femme qui pratiquent ces plateformes. Et effectivement, les revenus que celles qui ont le plus de succès peuvent espérer générer donnent le tournis et sont largement supérieurs à ce que la plupart peuvent espérer obtenir en faisant des études et en ayant un travail sérieux. Alors justement, on va regarder à quoi ça ressemble, hein. Pour vous qui nous regardez, qui n'en avez peut-être pas la moindre idée, avec l'exemple de la plateforme Mime. Il y a un problème effectivement quand ce sont notamment des jeunes femmes mineures qui se font entraîner dans la pornographie, mais il y en a aussi qui font ça totalement volontairement. C'est le cas de cette jeune femme que vous allez voir dans ce reportage. En revanche, cet aspect-là, il gêne les fondateurs de la plateforme aussi. C'est ce que démontrent très bien ces images. Regardez. Vera Flynn a 33 ans et est travailleuse du sexe depuis 10 ans. Avec Mime, elle peut travailler depuis chez elle, en contact direct avec sa centaine d'abonnés. Pour cela, elle a juste besoin de son portable et d'un peu d'imagination. Ça peut être dans le salon, ça peut être dans la chambre, ça peut être dans mon couloir, ça peut être absolument partout. Pour 12 € par mois, ses clients ont un accès exclusif à des photos et des vidéos. Et en payant plus, ils peuvent lui commander du contenu personnalisé. On va choisir son créateur ou sa créatrice préférée. On va débloquer, en s'abonnant, tout le contenu de la personne. C'est-à-dire que c'est un contenu qui est caché, voilà, on peut pas le voir, c'est flouté. On s'abonne, on paye, et on voit du contenu pornographique, érotique. En fonction des mois, Vera gagne entre 700 et 1000 €. Car sur chaque prestation ou abonnement vendu, les créatrices payent une commission aux plateformes Mime et OnlyFans, entre 20 et 25%. Résultat, en 2023, Mime a atteint 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Loin des 7 milliards du leader mondial OnlyFans, mais assez pour intégrer le cercle très fermé des 120 startups les plus dynamiques de France, avec le label French Tech. Art, astrologie, sport. Officiellement, les deux fondateurs de Mime, Gaspard Hafner et Pierre Garonner, ont été surpris de l'arrivée du porno sur la plateforme. Et depuis, ils auraient même cherché à s'en débarrasser, d'après d'anciens salariés recrutés pour cela. Voilà, proposé de les rejoindre, notamment pour un changement d'image de marque. Et ils voulaient plutôt s'orienter voilà, sur des contenus un peu plus mainstream, donc que ce soit l'astro, le sport, la nutrition. J'ai compris que le rebranding ne se ferait pas et que c'était pas leur objectif parce qu'en fait ils se rendaient compte aussi que ça faisait pas d'argent en fait. Nous, en travaillant chez Mime, on savait très bien qui payait nos salaires à la fin du mois. C'était pas les coachs sportifs. À nos demandes d'interview, Mime réagit en interne en avertissant ses salariés. La consigne est la suivante. Personne ne répond aux sollicitations. Et lorsque nous nous rendons dans leur bureau... Si vous n'avez pas répondu à ma demande d'interview, vous n'avez pas dit non. Ah, je vous dis non. C'est la politique de l'entreprise, on ne voit pas de numéro au média. Extrait de l'œil du 20h. Je me retourne vers vous, Stéphane Vogetta. Déjà, est-ce que vous leur avez parlé à cette plateforme? Et puis si elles vivent du proxénétisme d'une certaine façon, je ne sais pas si le mot est exact, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement les interdire, puisqu'on dit que ces agents qui rabattent les jeunes femmes sont à Dubaï, que c'est compliqué? Est-ce que l'interdiction pure et simple, c'est pas la solution? Alors, l'interdiction, ce n'est jamais la meilleure solution. N'oublions pas que
nous sommes la France, le pays de la liberté, et ces personnes, ces femmes notamment, ont le droit de choisir le mode de gagner leur vie qu'elles souhaitent, notamment si c'est légal. Et il est légal, il est permis en France de faire des images érotiques, de faire de la pornographie. Ce qui est illégal en revanche, c'est de montrer de la pornographie à des mineurs ou de profiter des activités de prostitution d'un tiers. Nous, ce que l'on veut éviter, c'est que ces plateformes puissent être vues ou utilisées par des mineurs, et c'est pour ça que la vérification d'âge est essentielle. Mais ensuite, ce qu'il faut absolument, c'est s'assurer que les femmes, en particulier qui sont sur ces plateformes et qui veulent en tirer des revenus, le fassent de leur propre volonté et sans l'astreinte ou la contrainte d'un tiers qui profiterait de leur activité et qui les pousserait à faire des choses qu'elles ne veulent pas faire. C'est pour ça que nous, ce que l'on veut faire, comme on l'avait fait sur la loi influenceur numéro 1, c'est essayer de réguler tous ceux qui utilisent ces plateformes qui sont vus en France, où qu'ils soient, et même s'ils sont à Dubaï, les faire rentrer sous le coup de la loi française, et en sachant qu'il sera évidemment pas facile d'aller les chercher à Dubaï, mais que si un jour ils repassent en France, eh bien, ils devront éventuellement rendre des comptes à la justice s'ils ont eu des attitudes illégales. Ouais. Bon, vous allez lutter contre d'autres dérives aussi, hein. On va manquer de temps pour en parler, mais notamment les discours masculinistes. Enfin, votre combat sur les réseaux sociaux, il ne se limite pas à ces plateformes de contenu payant, hein. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres problèmes, notamment l'usage de l'intelligence artificielle, les nouveaux compagnons d'intelligence artificielle aussi qui tendent à créer des phénomènes d'addiction et d'accoutumance, et aussi, là encore, les activités promotionnelles ou de publicité qui restent encore mal gérées et trop souvent accessibles à des mineurs quand elles concernent des produits ou des services qui sont interdits aux mineurs dans la vie réelle. Donc sur tout cela, nous allons répondre à la demande de François Bayrou et nous allons remettre à Sébastien Lecornu et à la ministre du Numérique un rapport avec Arthur Delaporte au début du mois de décembre, avec des préconisations, des recommandations. On espère que le gouvernement s'en emparera et en fera une grande loi de protection contre les nouvelles dérives du numérique. Et sinon, eh bien, Arthur Delaporte, avec d'autres collègues à l'Assemblée, notamment celle qui m'a succédé, Nathalie Coggia, pourra prendre l'initiative de faire une nouvelle proposition de loi influenceur numéro 2. Merci beaucoup Stéphane Vogetta. Un dernier mot, Fabrice Epelboin. Bon, vous dites que c'est imparfait, ça sera compliqué parce que ces agents entre guillemets sont à Dubaï. Enfin, on ne peut pas ne rien faire. C'est quand même un premier pas et au moins il y a une conscience politique du problème, on peut dire. C'est-à-dire que nous sommes la France, le pays des libertés, mais ça c'est 1789. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Le DSA est en application, qui est une loi qui permet de censurer sans base juridique, juste sur dénonciation d'un signaleur de confiance, n'importe quel contenu. Donc la liberté d'expression, elle est en train de mourir sur les réseaux sociaux. On a d'ailleurs le président de la République qui fait le tour de tous les médias en ce moment pour prôner plus de sévérité sur la censure de ce que l'ex-ministre du numérique appelle les fausses opinions. Donc on est très 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 loin du pays des libertés, on s'en est éloigné depuis bien longtemps déjà, ça a commencé avant les mandats d'Emmanuel Macron. Là-dessus, est-ce qu'on va se diriger vers une censure? C'est compliqué parce que la majorité des filles qui utilisent ces plateformes sont parfaitement consentantes. Donc on est plus sur un débat qui au final est pour ou contre l'interdiction de la prostitution. Ouais. C'est une forme de prostitution, même si elle est beaucoup plus tolérable que tout un tas d'autres. Et le fond du débat, c'est ça. Ça n'est pas la censure sur les réseaux sociaux, ça c'est entériné. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir alertés et aidés à mieux comprendre ce phénomène sur les réseaux sociaux.